La Côte d'Ivoire se prépare à abriter 2 rendez-vous importants dans le domaine de la santé, un congrès de la Société africaine des laboratoires et un salon médico-expo. Cette semaine, Couleur Vacances est à Cocody. Ce soir, nous irons à la découverte du marché des arts et du musée des civilisations. Et puis à l'étranger, le chef de l'exécutif malien est connu depuis hier. Il se nomme Oumar Tatamli. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et merci de vous informer sur RTI2. Comme mentionné dans les titres, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir le 1er octobre un double événement, le premier congrès francophone de la Société africaine des laboratoires biomédicaux et le premier salon médico-expo. Ces rencontres vont réunir professionnels de la santé et partenaires au développement autour des questions visant à améliorer les pratiques médicales. Franck Kouadio. En Côte d'Ivoire, sur environ 3000 laboratoires recensés, quelques 200 remplissent les critères en vigueur et très peu sont accrédités selon les canons internationaux. La recherche biomédicale, l'approvisionnement et l'imagerie, autant de secteurs sinistrés, et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend toucher du doigt les différentes préoccupations. Un salon alors pour parler d'avancées technologiques et un congrès sur l'actualité en matière de santé. 2 événements donc en un. Ce coup double réunira du 1er au 4 octobre prochain professionnels de la santé et autres partenaires du secteur. Ça va permettre l'interface clinicien et biologiste ou homme de laboratoire d'échanger, de discuter, de communiquer et de voir les problèmes ensemble, de constituer des staffs ensemble, des équipes de travail ensemble. Et ça, c'est important pour la qualité des soins que nous dispensons à nos populations. Thème central, VIH, sida et résistance aux anti-infectieux en Afrique. Nouveau défi pour la santé publique. La pandémie du sida et les solutions pour son éradication au centre donc des préoccupations qui, notons-le, seront traduites par des conférences et expositions diverses et animées par une 50aine d'experts internationaux. Fraude sur la pesée et la mesure, le ministère du Commerce passe à la vitesse supérieure. Tout commerçant qui utilisera des balances et autres appareils de mesure truqués sur les marchés et dans les commerces sera désormais sanctionné. Laetitia Manglé. La chasse aux commerçants véreux a commencé. De façon inopinée, des agents du ministère du Commerce et de l'Artisanat visitent les commerces pour une vérification des instruments de mesure. Ce commerçant d'articles divers a eu de la chance. Sa balance est réglementaire. Pour preuve, elle est marquée d'un sticker, signe de son authenticité. La balance, elle est bonne. On va poser le sticker de l'année 2013 là-dessus pour dire que cette balance a été vérifiée et qu'elle est bonne. Plusieurs autres boutiques du district d'Abidjan ont vu leurs instruments de mesure passer au peigne fin. Si aucune faille n'a été détectée pour le moment, les clients, eux, n'en sont pas si sûrs. Ils remettent toutefois en question la bonne foi des commerçants. La balance là ne donne pas, voilà, c'est tout ça là qui nous fatigue. Quand on pèse là, tu viens peser chez toi là, ça devient demi. La viande n'est pas fiable parce que quand ils pèsent, non seulement tu ne vois pas ce qui est dans le plateau, ils ont toujours quelques morceaux d'os ou bien un petit poids qui cache dans le plateau. Et puis quand ils coupent la viande, ils te disent dans les causeries et puis ils remettent dedans. Donc maintes fois, il y a un poids à la maison. Quand j'arrive à la maison, je pèse et la viande n'est pas les mêmes 1 kg qu'ils nous donnent. Pour le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, le trucage de balance ou de pompe à essence ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Les vérifications d'instruments de mesure sont ainsi engagées. Culture à présent, l'on s'intéresse à ce festival de danse qui s'est ouvert à Abidjan le 29 août dernier. 20 stagiaires issus des compagnies de danse d'Abidjan prennent part à ce rendez-vous qui se veut également un cadre de formation. C'est ce que nous dit Grace Kando. C'est reparti pour la 2e édition du Festival international de danse et de formation de la compagnie Ange Aoussou. À l'instar de ce qui se pratique dans d'autres grandes villes européennes et africaines, la participation de professionnels internationaux de la danse sera de mise cette année. Le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Allemagne et bien d'autres pays prendront part à ce festival. Cette formation sera basée sur tous ceux qui envisagent de devenir chorégraphe demain. Voilà. Et puis c'est aussi une manière de rassembler le peuple africain. Et ça nous permet de créer une famille et nous faisons aussi les échanges culturels.
Je suis venu pour apprendre avec les danseurs et eux aussi vont apprendre avec moi. Je vais les apprendre aujourd'hui de leurs propres danses, peut-être Zaouli ou bien le Gbegbe, pour essayer de l'interpréter dans la danse contemporaine. Comment transformer cette danse Zaouli et Gbegbe pour le mettre dans l'espace contemporain. Ce festival dénommé Un pas vers l'avant rassemble 20 stagiaires danseurs contemporains sélectionnés dans les compagnies de danse d'Abidjan. Le sens de ce festival, c'est un apport dans le langage chorégraphique. Parce qu'on va apprendre des techniques de création pour la composition chorégraphique, pour mieux exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, pour le partager avec le public. La fin de cette deuxième édition du Festival international de danse et de formation est prévue pour le 7 septembre prochain. Il sera marqué par des spectacles de restitution. Thème retenu, l'improvisation dans la chorégraphie. Voilà qui annonce les couleurs cette semaine. Couleurs Vacances est à Cocody. La commune est réputée pour son marché des arts et son musée des civilisations. Ces espaces dédiés à la culture africaine connaissent beaucoup de succès. Visite guidée de ces sites avec Michel Mambo et Franck Quadio. Des masques taillés dans du bois, des sculptures de tout genre, des étoffes venues de la Côte d'Ivoire profonde et des objets d'art d'origine sénégalaise, malienne ou d'autres pays de la sous-région. Il n'y a pas meilleur endroit que le marché des arts de Cocody pour se ressourcer. Pas surprenant alors que les touristes constituent le gros de la clientèle ici. Comme j'aime bien les dents d'ivoire, ça me rappelle un petit peu la Côte d'Ivoire. Je voulais en acheter 4 un pour moi et 3 pour mes 3 amis. Puisque j'ai envie de leur dire que ça provient de la Côte d'Ivoire et j'ai envie qu'ils se rappellent de mon pays. C'est quand même un peu cher, mais bon, c'est de la bonne qualité, donc on essaie de diminuer les prix, de casser les prix au plus qu'on peut, mais c'est de la bonne qualité. De quoi se frotter les mains, malgré les difficultés vécues par ces vendeurs d'art depuis l'incendie survenu au premier emplacement du marché de Cocody. Depuis le marché est brûlé, ça fait au moins depuis 2007, ça n'a pas été construit. On est installé quand il pleut, on ne peut pas vendre, notre truc se mouille. Donc on se débrouille comme ça, quoi. Il n'y a pas de maison aussi. Cocody, cité des arts. Pour garder le titre, la commune s'est également dotée d'un musée. Seulement, l'endroit est très peu visité, faute de communication. Nous venons de prendre service, il n'y a pas longtemps de cela, nous sommes en train donc de faire un inventaire exhaustif afin de mener une campagne de communication pour y attirer le public. Toutefois, nous avons quelques visiteurs composés essentiellement des touristes et puis d'étudiants. Mais en attendant, un plus grand nombre de visiteurs, le personnel, lui, se tourne les pouces. À l'étranger, le chef de l'exécutif malien est connu depuis hier. Le nouveau Premier ministre de Ibrahim Boubacar Keïta est le banquier Oumar Tatamli. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Oumar Tatamli fait ses premiers pas en politique. Ce banquier de 49 ans, nommé par le président Keïta, était jusque-là conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Un spécialiste en économie qui succède à Diongo Sissoko, Premier ministre de la transition. En bref, un cap important a été franchi hier. Le traité international sur les droits des employés de maison est entré en vigueur. Les domestiques sont désormais protégés. Les députés kenyans ont approuvé hier une motion concernant le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale, une décision rejetée par la procureure Fatou Bensouda. Après 4 heures de débat enflammés, les députés kenyans ont voté. Ils ont adopté une motion qui ouvre la voie à un retrait du Kenya de la Cour pénale internationale. Un projet de loi en ce sens sera soumis au vote dans un mois, à quelques jours de l'ouverture des procès des 2 têtes de l'exécutif kényan devant la CPI. La coalition au pouvoir se mobilise. Le président Uhuru Kenyatta et son bras droit William Ruto sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'être à l'origine des violences post-électorales de 2007 qui ont fait 1200 morts. Ils ont toujours nié et s'étaient engagés à collaborer avec la CPI. Le procureur Fatou Bensouda, qui a enquêté sur place au Kenya, est formel. Il faudra au moins 1 an pour que le retrait soit effectif. Il n'y aura donc pas d'impact sur les procès en cours. Des témoins ont pris de très grands risques pour leur vie et pour celle de leurs proches, afin de nous soutenir dans notre enquête et nos poursuites.
Ces gens-là ont un immense courage. Maintenant, la procédure judiciaire est engagée. La justice doit suivre son cours. Si cette décision se confirme, le Kenya sera le premier pays à se retirer de la Cour pénale internationale. Amnesty International redoute un précédent dangereux, alors que pour la première fois, la CPI, très critiquée en Afrique, s'apprête à juger un président en exercice. Et on évoque ce sommet de Kampala sur la crise en RDC. Les chefs d'État des Grands Lacs exigent la reprise immédiate des négociations entre les rebelles et Kinshasa. Ces pourparlers devront être conclus dans un délai maximum de 14 jours. Principale décision du sommet de Kampala qui s'est terminé jeudi. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont donné 3 jours aux rebelles du M23 pour reprendre les discussions avec les autorités congolaises. Le texte signé jeudi fixe un calendrier serré. Un accord entre les deux parties devra être trouvé dans les 14 jours, 2 semaines où les belligérants sont appelés à la retenue. Le M23 doit cesser toutes ses activités militaires, arrêter les combats et les menaces de renverser le gouvernement légitime de Kinshasa. Le M23 s'est dit prêt à reprendre les discussions suspendues depuis 4 mois. L'option militaire est pour le moment écartée, une victoire pour l'envoyé spécial de l'ONU, Mary Robinson, qui souhaitait laisser une chance à la diplomatie. Mais l'issue de ces discussions reste très incertaine. Le communiqué final invite la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU à exercer une pression militaire sans relâche sur le M23. Nous sommes disposés, pendant ce temps de dialogue, à observer un maximum de retenue, à la seule condition, effectivement, qu'il y ait des retenues de toutes parts, y compris côté du M23, et que rapidement ils acceptent de conclure ces pourparlers qui commencent à trop coûter cher aux contribuables congolais. Les négociations pourraient porter sur une intégration politique et militaire du M23 dans l'armée et l'administration congolaise. Mais le président Kabila va devoir affronter une opinion publique hostile à tout compromis avec le M23, aujourd'hui affaibli. Et pour terminer, clôture du sommet du G20, 11 pays réclament une réponse forte au sujet de la Syrie. La Russie, elle, a mis en garde les États-Unis et leurs alliés contre toute attaque des sites chimiques concernés. Les chefs d'État et de gouvernement des pays du G20 ont clôturé le sommet de Saint-Pétersbourg par l'inévitable photo de famille, mais une famille éclatée et paralysée par ses divisions sur le conflit syrien qui a pris le dessus sur les autres dossiers. Le ton avait été donné par la poignée de main et des sourires très protocolaires échangés entre Barack Obama et Vladimir Poutine, dont les rapports n'ont jamais été aussi tendus. Hôte du sommet, le président russe avait prévenu que les discussions sur le dossier syrien ne se feraient que lors du dîner. À l'arrivée, les échanges ont été à l'image de ces apartés entre pays alliés mais pas d'accord. Les dirigeants restent en effet partagés sur la menace de frappe américaine et française, soutenue par la Turquie et l'Arabie saoudite, contre le potentiel chimique de Bachar el-Assad. La Russie, la Chine et les pays émergents tels que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud y sont opposés. Quant aux autres, ils sont soit pour avec feu vert de l'ONU, soit sans position officielle. Face à l'inertie du G20 et la paralysie du Conseil de sécurité, les dirigeants du monde sont désormais suspendus à 2 échéances. Nous devons attendre. Le Congrès américain doit encore décider et nous insistons collectivement sur l'importance du processus des Nations Unies. C'est pourquoi nous demandons urgemment que les inspecteurs remettent un rapport intermédiaire le plus vite possible. En attendant, la tension continue de monter entre les deux grands. Selon le New York Times, Barack Obama a demandé au Pentagone d'élargir le champ des cibles potentielles en Syrie. Et Moscou, qui a expédié 3 navires de guerre supplémentaires en Méditerranée, met en garde Washington contre toute frappe de sites chimiques en Syrie. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes.